Merci Pierre-Yves de m'accueillir et bonsoir à vous tous pour cette rencontre où en définitive je vais vous parler un peu, je vais essayer de vous parler de comment j'analyse ou comment on peut analyser ce qui est en train de se passer actuellement dans la zone Indo-Pacifique, à savoir le changement de cap des États-Unis. Et pour ça, au départ, moi je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui me paraît fondamental au niveau de notre pays, c'est l'incompréhension totale de la réalité des États-Unis. Nous vivons dans un mélange de références à Tocqueville, qui était un formidable analyste et qui a analysé le marché américain, mais il y a quand même de ça maintenant plus de 200 ans. Or, l'Amérique a évolué depuis. Et d'autre part, nous vivons à travers des médias qui ne fréquentent que la côte Est, ce qu'on appelle les white anglo-saxon protestants, donc c'est la vieille tradition des gens qui ont arrivé avec le Mayflower, et les Californiens de l'autre côté, et en oubliant complètement qu'entre la Californie et New York et Washington, il y a une Amérique profonde qui n'a absolument rien à voir avec ces deux parties-là, et qui est majoritaire. Je crois que c'est très important, parce que quand on essaie d'analyser l'Amérique aujourd'hui, on oublie des principes de base. D'abord, c'est que effectivement la société de l'Est, la vieille société traditionnelle que vous avez vue, qui a dirigé le pays depuis très longtemps, cette société a une vision qui est celle de la côte Est, avec une culture, parce que les gens ont une culture, des traditions, des références européennes. Donc, ils sont dans un monde qui est un monde un peu, je dirais, proche du nôtre. Et donc, on les comprend, à peu près. Du côté des Californiens, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une nouvelle génération qui est un mélange d'hispaniques, d'anglo-saxons, d'italiens, enfin de tous ceux qui ont fait la conquête de l'Ouest. Il ne faut pas l'oublier. La Californie, c'est le résultat de la poussée vers l'Ouest des immigrants américains, des immigrants débarquant aux États-Unis et qui ont traversé toute l'Amérique avec, certaines fois, on connaît bien avec les westerns, le colt au côté ou la carabine à la main. Et ils ont retrouvé en Californie, parce qu'on l'oublie, ils ont retrouvé les Espagnols parce que les Espagnols occupaient la Californie. Et c'est ce mélange de tous ces brassages d'immigrants qui avaient traversé l'Amérique, ce qu'il fallait faire quand même, et qui se sont retrouvés avec les Espagnols et qui ont fait la Californie, qui n'a absolument rien à voir avec le reste de l'Amérique. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand on veut interpréter ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance toujours à regarder la position de l'Est, des gens de l'Est, la position des Californiens, mais on oublie que la majorité de l'Amérique, c'est ce qu'on appelle l'Amérique profonde, le Middle West, et dans le Middle West, c'est pas du tout pareil. D'abord, les gens sont pauvres. Il faut savoir qu'en Amérique, il y a beaucoup plus de pauvres que chez nous, de vrais pauvres. Il faut voir ce que c'est quand vous allez à Kansas City, par exemple, au centre de l'Amérique, et que vous voyez, après la crise des subprimes, les gens qui couchent dans des caravanes depuis maintenant près de 15 ans, parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement, qui n'ont pas de retraite, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de système de santé si vous avez pas d'argent, et vous découvrez ce que c'est à ce moment-là que la pauvreté, la véritable misère. Ces gens-là, ils ne sont pas du tout la même vision que les autres, évidemment. Un deuxième élément qu'il ne faut pas oublier sur l'Amérique, c'est que l'Amérique est messianique, c'est-à-dire que l'Amérique considère depuis son début qu'elle a pour mission d'apporter au monde une vision du monde. Alors vous me direz, les Français, on est un peu dans le même sens, mais nous, on ne croit plus en rien. Donc on est messianique, mais sans croire en quoi que ce soit. Alors que les Américains continuent à être messianiques en invoquant Dieu. Dieu est dans la Constitution, on invoque Dieu dans les serments, le président américain jure sur la Bible avec l'aide de Dieu, il ne faut pas l'oublier, et sur les gouverneurs du Middle West, chez les gouverneurs du Middle West, tous les repas commencent par une prière. Imaginez en France, dans les préfectures, on faisait pareil. Donc on est dans un autre monde. Et je vous dis ça parce que
Pourquoi? Parce que dans ce que je vais vous dire, il faut bien comprendre que leur vision du monde n'est pas du tout la même que nous. La vision américaine du monde, pour les gens qui sont évolués, c'est de dire nous avons une mission divine, c'est d'apporter au monde notre vision du monde qui est la seule bonne, puisque c'est la nôtre. America is back, comme on dit. Once again, comme ajoute l'autre. Et derrière cette vision, on va donc trouver normal de ne rien respecter ailleurs ou de faire toutes les guerres que l'on veut, puisque de toute manière, c'est pour le bien de l'humanité entière, puisqu'on le fait pour le compte de Dieu. Et ça, je dirais qu'on a beaucoup de mal à le comprendre. Et ne croyez pas que je parle dans tous les sens, parce que vous allez voir en finale que, par exemple, l'affaire des sous-marins australiens, elle relève directement de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, on peut dire, depuis fort longtemps? Parce que l'histoire de l'Amérique domine le monde depuis largement plus de 100 ans. Avant la guerre de 14, elle était déjà la première puissance économique, et la guerre de 14 en a fait clairement le leader mondial. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce leader mondial, dans les années de 14-18 et après, eh bien, on voit que le pôle économique central du monde, c'était l'Amérique de l'Est. À l'époque, les grandes usines à l'Est, tout le monde était... c'est là où ça se développait. Et puis, entre les années 1920 et 1980, 70-80, le centre économique mondial s'est déplacé de la côte Est vers la côte Ouest. Et nous l'avons découvert, nous, dans les années 80, quand on a vu la Californie devenir la référence mondiale, après d'ailleurs les Jeux olympiques qui avaient eu lieu en Californie et à Los Angeles, et qui, à mon avis, ont été le témoignage de cette bascule. À partir de ce moment-là, la Californie était devenue la référence. Référence économique, le centre du monde, là d'où venait toute l'innovation. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, et qu'on n'a pas voulu voir, ou pas beaucoup, c'est que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, eh bien, le centre du monde économique s'est déplacé de l'Amérique vers l'Asie. Aujourd'hui, et ce n'est pas fini, 55% de l'économie mondiale est faite en Asie. C'est-à-dire que l'Asie domine le monde au point de vue économique. Déjà, et ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, ils sont leaders, donc clairement, on l'a vu, ils étaient leaders du monde, ils ont imposé leur vision au monde, ils ont imposé leur monnaie au monde, le dollar, ils ont imposé quantité de choses, et avec les films, avec Hollywood, ils ont aussi imposé une vision du monde qui était la leur, une interprétation du monde qui était la leur, et puis tout ça, ça a très bien marché. Qu'est-ce qui se passe depuis, on peut dire, depuis 20 ans? Enfin, en réalité, il se passe depuis plus longtemps que ça, parce qu'il faut remonter à un petit bonhomme qui faisait 1,55 m, qui s'appelle Deng Xiaoping, qui a remplacé Mao comme chef, comme empereur de Chine, parce que dans le fond, entre les empereurs de Chine, les membres du Parti communiste et autres, c'est exactement la même chose, ils ont pratiquement les mêmes pouvoirs. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Deng Xiaoping a remplacé Mao, il a dit « Nous avons été écrasés par les Occidentaux », il ne faut quand même jamais l'oublier. Je vous rappelle quand même que l'affaire de la Chine, elle a commencé quand les Anglais, qui avaient conquis la plus grande partie du monde, ont décidé de vendre l'opium qui était fabriqué en Inde. Il leur fallait trouver des marchés pour gagner de l'argent. Ils ont décidé de l'imposer au marché chinois. Les Chinois, l'empereur de Chine, n'en voulaient absolument pas de l'opium, parce qu'ils disaient « ça va mettre en l'air ma population ». Et les Anglais ont fait la guerre aux Chinois pour imposer la vente d'opium en Chine. C'est comme ça que ça a commencé. Et effectivement, l'empire chinois s'est effondré. Alors, bien entendu, ils n'ont pas oublié, les Chinois. Ils ont la mémoire longue, et ils ont envie de revenir au pouvoir comme ils étaient, parce que jusqu'en 1750 à peu près, la Chine était la première puissance mondiale et de loin. Souvenez-vous, quand nous, nos caravelles, avec Christophe Colomb et les autres, allaient en Amérique avec la Santa Maria, là, vous savez, la Niña, la Pinta, la Santa Maria, là. C'était des bateaux, si vous les avez vus à Barcelone, il y a une réplique de la Santa Maria, c'est un bateau qui fait 30 mètres. À la même époque, l'amiral Songre, qui était le chef de la marine chinoise, faisait le tour de l'océan Indien avec des bateaux qui faisaient plus de 100 mètres de long, que nous étions incapables de construire.
Ce qui montre bien la différence. Ils étaient très en avance par rapport à nous. Alors, ils se sont fait écraser. Pourquoi? Et là, on y reviendra. Parce que le Chinois n'est pas un guerrier. Malgré Sun Tzu, hein, vous savez, tout le monde cite Sun Tzu, grand stratège chinois. Hein, enfin, du moins, tout le monde le cite, pratiquement personne ne l'a lu, mais ça, c'est un détail. Mais comme personne ne l'a lu, vous pouvez dire n'importe quoi, tout le monde croit que c'est vrai. Mais je ne vous citerai pas Sun Tzu, hein, même si moi, je l'ai lu. Hein. Mais Sun Tzu et les autres ont donné une image de guerrier que les Chinois ne sont pas. Les Chinois n'ont jamais fait la guerre en dehors de leur territoire, dans toute l'histoire du monde. Je dis ça parce que au fur et à mesure de cet exposé, je vais vous montrer un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait exactes et qui nous sont racontées. Les Chinois n'ont jamais fait la guerre, pourquoi? Parce que ce sont des commerçants et qu'ils ont toujours gagné par l'économique. Et la meilleure démonstration, c'est dans le jeu. Nous, les Occidentaux, on a le jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, on tue l'adversaire, c'est l'échec et mat. Hein, on tue le roi d'en face. Chez les Chinois, on pratique le jeu de Go. Dans le jeu de Go, on ne tue jamais l'adversaire. On l'encercle, et une fois qu'il est encerclé, on l'oblige à travailler pour vous. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Pas du tout. C'est toute une culture différente, et aujourd'hui, on est dans un conflit entre les hommes de l'échec et mat, les Américains, et les hommes du jeu de Go, les Chinois. La meilleure preuve, d'ailleurs, que de ce qui se passe aujourd'hui de ce côté-là, c'est que, contrairement à ce qu'on nous raconte, quand on regarde les budgets militaires des deux pays, vous avez tous lu que la Chine se modernise, achète du matériel à outrance, va avoir une armée extraordinaire et tout ça. C'est vrai qu'elle s'améliore. Mais il faut revenir aux réalités. La réalité, c'est quoi? Quel est le budget militaire de la Chine l'année dernière? En gros, 260 milliards de dollars. C'est pas mal déjà. Hein? Quel est le budget des Américains? 760 milliards de dollars. 3 fois plus. Alors vous me direz, et alors? Eh bien alors déjà, s'il y en a un qui investit 3 fois plus que l'autre, on peut penser qu'il y en a un qui est quand même plus agressif que l'autre. Parce que pourquoi investir 3 fois plus que le second, sachant que la Chine est le second investisseur mondial? Bon. Mais il y a autre chose. Si vous connaissez les principes militaires, j'ai vu ici qu'il y a des références à certains livres militaires, tous les militaires savent, tous les militaires qui apprennent à faire la guerre savent que celui qui attaque doit investir 3 fois plus que celui qui se défend. C'est la règle chez les militaires. En défensive, on dépense 3 fois moins qu'en offensif. Ce qui veut dire, vous faites le calcul, que dans l'affaire actuelle, si on regarde les budgets militaires des deux pays, l'agresseur est clairement désigné. Dans sa stratégie. Je n'ai pas dit qu'il le fera, je dis dans sa stratégie. Et ça aussi, c'est important, parce qu'il faut remettre les choses telles qu'elles sont. On a donc un pays, la Chine, qui n'est pas véritablement guerrier, mais qui, on va y revenir, est quand même capable de faire de sacrés trucs, et qui investit, mais qui investit pour se défendre. Et d'un autre côté, on a un pays qui traditionnellement est un pays guerrier, parce que l'Amérique est guerrière depuis toujours. On nous l'a appris avec les westerns, mais on l'a appris avec tout. Ils font la guerre. Et ils en font partout d'ailleurs, et souvent très bien. Pas toujours, mais souvent très bien. Et qui, eux, par contre, eux, investissent énormément. Alors, je voulais poser ces bases-là parce que qu'est-ce qui se passe en réalité depuis maintenant quelques années? C'est que, pour revenir et pour utiliser ce que je viens de vous donner comme élément. Après la chute du mur de Berlin, fin 89, on peut dire que tout le monde a cru, pratiquement tout le monde a cru qu'on allait rentrer dans un monde où il y aurait la paix générale, une planète dans laquelle la paix, il y aurait l'ordre américain régnerait partout et la vie serait belle pour tout le monde. Tout le monde y a cru, et tous les bouquins de l'époque, des années 90, le disent en disant « bon, la guerre s'éloigne, maintenant ça y est, on va tous être pareils ». Et puis ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça parce qu'on a eu on a assisté durant les années 90 à 2010 à la création d'un certain nombre de pôles économiques, politiques,
hein, un peu partout dans le monde, de pays qui se sont regroupés, parce qu'il y a des choses dans lesquelles ils se retrouvent, parce que c'est des choses communes, hein, qui viennent de la culture, de l'histoire, de la religion, du climat, de l'économie, de tout ce que vous voulez. Et ces pôles, en définitive, chacun a voulu affirmer sa spécificité. C'est-à-dire que la caractéristique du monde maintenant, d'une autre actuellement, c'est qu'on a plus d'une dizaine de pôles dans le monde dont chacun dit « Moi, je ne suis pas comme les autres, je veux qu'on me respecte comme je suis et je veux vivre comme je veux. » Et ça, effectivement, c'est très difficile à supporter par ceux qui ont une vocation à dominer le monde, évidemment. Puisqu'il va falloir s'adapter à chacune de ces zones en répondant à leurs attentes d'une manière, je dirais, convenable, satisfaisante. D'un autre côté, après la chute du mur de Berlin et d'une dizaine d'années durant lesquelles la Russie s'est littéralement effondrée, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'arrivée du capitalisme en Russie, en réalité, pour les Russes, c'est 60% de baisse du pouvoir d'achat. Imaginez en France si demain, tous ici, vous perdiez 60% de vos moyens de vivre du jour au lendemain sous prétexte qu'on vous a apporté la liberté. Ça vous ferait réfléchir. Et ça a fait réfléchir beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'en Russie, ils n'ont pas oublié cette époque des années 90, durant lesquelles il y a eu un effondrement du pouvoir d'achat, et en plus avec une montée des voyous, des oligarques, hein, et des systèmes mafieux qui ont pris le pouvoir, parce qu'il n'y avait plus de politique, il n'y avait plus d'organisation. Évidemment, dans ces cas-là, eh bien, il y a la prise du pouvoir par je dirais, ceux qui sont prêts à tout pour le prendre. Du coup, au début des années 2000, même fin des années 90, début des années 2000, les Américains, qui étaient déstabilisés eux aussi, parce que d'un côté, ils disaient c'est bien, la Russie a disparu, l'Union soviétique, l'Empire du Mal a disparu, mais d'un autre côté, l'Empire du Mal, il a peut-être disparu, mais nous, du coup, on n'a plus d'ennemis. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'Amérique a besoin d'ennemis pour vivre. Elle a besoin, en face d'elle, d'un miroir sur lequel elle va taper en disant « Ah, lui, c'est un monstre, et nous, on est gentils ». Évidemment, puisque c'est le principe même du système messianique. Et donc, ils ont recréé un ennemi. Pierre Conessa a fait d'excellents livres là-dessus, sur la création de l'ennemi. Hein. On a créé de toutes pièces un ennemi, on a recréé avec la Russie un ennemi, et on le titille, enfin je ne passe sur tous les détails, mais dans les questions tout à l'heure, si ça vous intéresse, on pourra en parler, et on les a titillés de manière à ce que ce soit vraiment perçu par tout le monde comme l'ennemi. Et c'est devenu l'ennemi des Occidentaux, il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, c'était bien perçu comme tel par les Occidentaux, et comme les autres en face se voyaient considérés aussi comme agressés, donc on est effectivement devenu dans un processus d'opposition. Seulement, et les démocrates étaient très satisfaits, les démocrates au pouvoir, que ce soit Clinton ou les autres, et Bush d'ailleurs aussi, bien que républicain, ils étaient tous très contents parce qu'il y avait l'ennemi, la vie était belle. En plus, on en avait un autre, c'était le terrorisme, qui a servi, il ne faut pas l'oublier, à partir de 2002, hein, le terrorisme est devenu l'ennemi majeur aux États-Unis, mais derrière, il restait toujours l'ennemi géographique qui était la Russie. On n'arrivait pas à joindre les deux parce que quand même, c'était difficile de dire que la Russie était islamique, mais s'il n'y en avait plus, on l'aurait fait. On n'a pas réussi, bon, pas de chance. Et on a eu ce développement qui s'est passé avec l'Amérique. Mais ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a vécu, si vous voulez, c'est que toujours il y avait la lutte contre le terrorisme, clair, où on mobilisait tout le monde, et l'opposition frontale avec la Russie qui était l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et avec la Chine, qui se développait à toute vitesse, parce que la croissance chinoise était impressionnante, on a fait une erreur absolument classique dans ces cas-là, c'est qu'on n'a pas pris au sérieux la montée de la puissance chinoise. Surtout, on n'a pas écouté Deng Xiaoping, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand Deng Xiaoping était au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit aux Chinois? Il a dit « on est un pays sous-développé ». C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? À l'époque, la moyenne des salaires en Chine, c'était entre 30 et 40 $ mensuels. Hein.
au maximum. Hein. C'était vraiment, il n'y avait rien. Bon. Et il a fait une très bonne analyse, Deng. Il a dit, nous sommes, dans un premier temps, il faut qu'on réapprenne à travailler. Parce qu'on ne sait plus travailler. Nous, les Chinois, avec la révolution culturelle, avec tout ce qu'on a fait, on a tué le goût du travail. Les gens ne savent plus travailler. Donc il faut qu'on réapprenne. Et comment on va faire? On va attirer les Occidentaux et ils vont nous apprendre comment on travaille en usine, comment on travaille à la chaîne et tout. Donc ils ont ouvert les portes aux Occidentaux, qui ont bien sûr profité en disant « fantastique, on a des coûts de main-d'œuvre qui sont 10 fois inférieurs ou 10 ou 20 fois inférieurs à l'Europe ou aux États-Unis, donc on va gagner beaucoup d'argent. » Évidemment, c'était fantastique et tout le monde y est allé. Les Chinois, eux, pendant ce temps-là, ils disaient « bon, nous, on apprend. » Donc on apprend comment on fait. Et Teng avait dit, quand on saura bien faire des produits de bas de gamme, à ce moment-là, il faudra freiner les usines occidentales de bas de gamme chez nous et on fera du moyenne gamme. On apprendra à faire mieux. Mais il faut d'abord qu'on maîtrise parfaitement le bas de gamme. Et il avait ajouté, troisième bon, une fois qu'on saura bien maîtriser le moyenne gamme, on le fera avec le haut de gamme, les hautes technologies. Parce qu'avec l'argent qu'on aura gagné, nos Chinois, ils vivront mieux, ils investiront et on aura la capacité pour faire du haut de gamme et on saura faire, on aura les ingénieurs, on aura tout ce qu'il faut. Et il avait ajouté une quatrième étape qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'il disait, une fois qu'on aura fait tout ça, c'est-à-dire que les Occidentaux nous auront tout appris et auront renvoyé les produits qu'on fait chez nous pas cher dans leur pays, il sera temps de développer le marché intérieur chinois, c'est-à-dire qu'on saura tout faire. Les Chinois, ils gagneront bien leur vie parce qu'ils auront été rémunérés par les entreprises étrangères, et là, on pourra créer un marché intérieur très fort. C'est la quatrième étape. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ce qu'avait annoncé Xi Jinping quand il a pris le pouvoir, en disant « nous rentrons dans la quatrième étape », et les Occidentaux, et les médias en particulier, qui ne connaissent pas tout ça parce qu'ils ne veulent pas le savoir, hein, on dit « ah, mais ils sont fous, jamais aucun pays au monde n'a réussi à basculer d'un développement du marché extérieur vers un marché intérieur. » Et comme ils sont passés de plus 9 de croissance à plus 6, plus 7, ce qui, entre parenthèses, chez nous, nous ferait tous rêver, hein, eh bien, on a dit ils sont vraiment nuls, ils vont couler. Eh bien, pas du tout. C'était au contraire un formidable mouvement intérieur, parce qu'une fois que le marché intérieur est suffisant, avec 1,5 milliard d'individus, ils n'ont plus besoin de l'extérieur. Ils peuvent vivre en autarcie. Et à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Or, tout ça, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, les Américains, comme nous d'ailleurs, hein, on ne voyait pas tout ça. Nous, on voyait le développement de nos usines sur place, du marché, la montée en puissance des salariés chinois qui allaient nous permettre de vendre des produits. On a regardé tout ça, et il a fallu attendre, il faut bien dire. Enfin, quelques économistes ont dit « attention », le pôle économique mondial est en train de basculer sur l'Asie, et au cœur de l'Asie, il y a la Chine. Donc attention aux conséquences futures, ils vont devenir plus forts que nous, mais personne ne voulait le voir. Et la grande nouveauté, on peut dire, hein, c'est Trump. Trump, on peut penser ce qu'on veut de Trump, ça c'est clair, c'est pas tellement notre tasse de thé, mais Trump a eu on peut dire, alors lui et son équipe, hein, parce que je pense pas que ce soit lui qui l'ait vraiment pensé, mais indiscutablement, eux ont compris et ont dit l'adversaire n'est pas la Russie, notre adversaire c'est la Chine, parce que si on n'y fait pas attention, la Chine va nous remplacer comme leader mondial. Et ça, c'est insupportable. Toute la politique de Trump, elle est basée là-dessus. Et quand on sait... Alors les démocrates, eux, ils voulaient garder la Russie comme ennemi. Il faut le savoir. Ils faisaient tout pour garder la Russie comme ennemi, et on l'a vu avec l'histoire de l'Ukraine en particulier, où la secrétaire d'État, entre parenthèses actuelle, a joué un rôle pas clair du tout. Secrétaire d'État américaine, bien entendu. Nous, là-dedans, on n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump a dit il faut qu'on mette le cap sur la Chine. Seulement, il avait l'opposition des démocrates qui disaient mais non, il faut qu'on reste avec la Russie comme ennemi. Et dans son propre camp, les gens se posaient quand même des questions. Mais ce qu'on n'a pas remarqué, c'est que ce qu'on appelle, nous, le Deep State, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel américain, lui, par contre,
à adhérer de plus en plus, et totalement même maintenant, à la doctrine qu'on peut appeler Trump, c'est-à-dire l'ennemi, c'est la Chine, parce que la Chine pourrait nous remplacer. Donc comment faire pour empêcher que la Chine nous remplace? Quand Trump a été battu aux élections et que Biden a été élu, les Français, là encore, ont cru, les Français, la plupart des Occidentaux, ont cru qu'on allait revenir à la vieille tradition, c'est-à-dire l'ennemi, c'est la Russie, et donc avec Biden, on allait repartir dans ce sens-là, comme ça avait été toujours avec les démocrates. Et la grande surprise actuelle, c'est que, mais ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent justement comment fonctionne l'Amérique et le deep state américain, c'est que l'Amérique de Biden, elle a dit, la Russie, il faut qu'on trouve une solution, on va y revenir, le problème, c'est la Chine. Il faut absolument arrêter la Chine. Donc Biden veut continuer la politique de Trump. Comment faire pour arrêter la Chine? Alors, et là, c'est très intéressant parce qu'il se passe plusieurs choses. La première, d'abord, c'est que, sur le plan économique, toutes les projections que nous faisons, tous les économistes dans le monde qu'on fait actuellement, montrent qu'entre 2035 et 2050, alors selon, ça diverge selon les gens, la Chine sera, et de loin, la première puissance économique mondiale. Personne ne voit de solution autre que ça. Et je peux ajouter, parce que ça peut vous intéresser, qu'en 2050, la deuxième ne sera pas les États-Unis, mais l'Inde. Il serait d'ailleurs temps qu'on s'y intéresse sérieusement en Europe, parce que ça va nous tomber dessus et ça nous fera très mal. Donc, on sait que les deux puissances mondiales les plus importantes, elles seront là-bas. La troisième, ce sera les États-Unis. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, certains ont dit, est-ce qu'on peut continuer à être leader mondial tout en n'étant plus le leader économique mondial? Alors, il y a ceux qui vous disent, bien sûr, parce qu'on va tenir avec le dollar. Et que le dollar étant la monnaie de référence mondiale, donc on va les tenir. La réponse, aujourd'hui, elle est très claire. Ça ne tiendra pas pour deux raisons. D'abord, parce que les pays émergents, dont la Chine, ont commencé à mettre en place des systèmes avec des panels de monnaie qui excluent le dollar. Et puis le deuxième, c'est le Bitcoin. Parce qu'avec le Bitcoin, on peut contourner le dollar, et c'est très important, on peut complètement changer les règles du jeu. Les Américains ont mis en place, par exemple, des lois extraterritoriales basées sur l'utilisation du dollar. Toute personne qui utilise le dollar sous une forme ou sous une autre, ou dans une société américaine, ou une entité américaine, peut être poursuivie par la justice américaine. Avec le Bitcoin, ça ne marche pas. Et alors, c'est pas une surprise si les Chinois annoncent qu'il va y avoir bientôt une monnaie Bitcoin nationale, Yuan, qui va être en complément du yuan. Ils y sont dessus. Et entre parenthèses, les plus grandes fermes à Bitcoin aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez ça, elles sont en Iran et elles sont financées par les Chinois. Tiens. Alors, donc, tout le monde voit, les Américains disent il faut qu'on arrive à maintenir notre position, et puis les autres, ils disent on va contourner les difficultés américaines, avec une différence, c'est que l'Amérique, et ça j'aurais dû vous le dire au début, comme vous le savez, l'Amérique, c'est un pays qui fonctionne avec des moyens, c'est-à-dire qu'on matraque, on prend un énorme marteau pour enfoncer le clou, c'est le système américain, et ça marche. Ça marche, on met une débauche de moyens, et puis on y arrive. Le Chinois, c'est exactement l'opposé. Il ne croit pas aux gros moyens, lui il dit « j'ai le temps ». Et ils disent, depuis Lao Tse et Bouddha, tout le monde dit « avec le temps, on gagne toujours ». C'est clair. Donc, alors je pourrais ajouter quand même pour vous, c'est que les Européens, si vous voulez comparer les deux, les Européens c'est encore autre chose, nous c'est l'homme. La primauté c'est l'individu. Pour l'Américain, l'individu ne compte pas. C'est le groupe qui compte, les task force. Et pour le Chinois, c'est pas l'individu qui compte, l'individu n'existe pas. C'est la collectivité qui compte.
C'est pour ça qu'on comprend très mal les Chinois quand on est dans leur comportement, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même logique que nous. L'individu n'a pas du tout la même valeur en Chine, mais non plus aux États-Unis d'ailleurs que chez nous. Donc nous, on croit encore que l'homme, la guérilla, peut renverser le monde. Bon, le Chinois vous dira la guérilla, elle tient un temps, mais elle disparaîtra. Et l'Américain dira si j'écrase la guérilla, elle n'existe plus. Voilà, donc il nous restera de beaux souvenirs. Donc, je vous dis ça parce qu'on est donc dans une opposition, si vous voulez, générale, hein, et dans laquelle donc, Trump a donné le signal, Biden derrière a suivi, et qu'est-ce que est en train de faire Biden? Biden, son problème, c'est d'un côté de mobiliser le monde entier pour faire face à la Chine, parce qu'ils savent très bien que tout seuls, ils ne pourront pas y arriver. Et d'un autre côté, comme ils ont créé un ennemi réel avec la Russie, même si la Russie, en définitive, au niveau militaire, n'a pas un gros budget par rapport aux autres, la Russie a un budget inférieur à celui cumulé de la France et de l'Allemagne. Il faut quand même garder les choses en face. Quand on vous dit la Russie va nous envahir, il suffit que les forces militaires françaises et allemandes s'unissent pour faire face, on a plus de moyens que la Russie. Donc il faut quand même réfléchir, là encore, à comment nous sommes manipulés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas attaquer, on ne sait jamais, un type peut être fou et nous tomber dessus, tout est possible. Mais en tout cas, pour Biden, le problème, c'est comment empêcher qu'il y ait la guerre en Europe, puisqu'ils veulent faire la guerre en Asie, et qu'on ne peut pas faire deux guerres pareilles à la fois. Donc, d'où les négociations entre Poutine et Biden à Genève, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe, qui viennent d'être confirmées par la rencontre entre le patron des services américains et le patron des services russes, qui se sont retrouvés à Moscou la semaine dernière pour se mettre d'accord. En réalité, ils sont en train de régler les problèmes conflictuels sur l'Europe de manière à avoir la paix pour qu'on n'ait pas de conflit en Europe, pour que l'Amérique puisse se mettre à fond sur la Chine. Et ça ne déplaît pas aux Russes, parce que, évidemment, c'est mieux de ne pas être en conflit direct et que le conflit se passe ailleurs, c'est évident. Donc on est dans une logique. Puis il y a un dernier point, c'est qu'évidemment, mais c'est un rêve, malheureusement, et là les Européens sont très coupables, c'est un rêve qu'on ne peut plus caresser maintenant, l'idéal aurait été d'arriver à convaincre les Russes de venir du côté occidental contre la Chine, parce que la Chine est aussi un ennemi de la Russie, en Sibérie. Mais malheureusement, on en a tellement fait contre les Russes que maintenant on ne voit pas une solution pour faire un rapprochement. Avec l'Europe, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un rapprochement avec les Américains, ça c'est encore autre chose. Il faut donner un peu de temps. Alors, pour continuer sur mon histoire, sur l'économique, les Américains, avec Trump et Biden derrière, ont décidé de prendre des mesures très strictes, en particulier, comme vous le savez, pour tout ce qui est le numérique et l'informatique, tout ce qui est avec les puces, avec tous ces systèmes. Et ils ont eu raison, parce que ça a mis en difficulté la croissance chinoise au niveau, par exemple, de Huawei. Huawei a été mis en difficulté. Mais attention, comme je vous disais, nous ne sommes pas avec des gens qui pensent comme nous. Huawei a perdu à peu près 20 à 30% de son chiffre d'affaires, mais Huawei a décidé d'investir 12% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, c'est le record absolu au niveau mondial, a déposé l'année dernière une quantité, a produit plus de 7500 brevets l'année dernière, record du monde également, c'est-à-dire que Huawei est en train de retrouver la formule pour faire des puces en Chine, et ils vont y arriver en 3-4 ans. 4-5 ans. Donc on peut se dire que, en définitive, c'est une grande question stratégique. Si on serre trop la vis aux Chinois, eux sont capables de réagir, et à ce moment-là, peut-être qu'on est en train de se créer un ennemi encore plus fort dans le futur que ce qu'on voulait. Donc, vrai problème stratégique qui se pose aujourd'hui. Alors, problème stratégique parce qu'ils savent répondre, problème stratégique parce que la Chine devient la première puissance mondiale et qu'il faut essayer de l'arrêter, mais qu'on ne sait pas comment. Donc, du coup, on arrive à cette tentation classique qui a été expliquée. Là, c'est pas puisqu'on parle ici, vous êtes au cercle Aristote. Ça a commencé à l'époque de Thucydide, donc le piège, ce qu'on appelle nous, dans les termes géostratégiques, le piège de Thucydide.
hein, on est en train d'y rentrer. Qu'est-ce que c'est que le piège de Thucydide? C'est lorsqu'une puissance est plus forte que les autres et qu'elle voit un concurrent qui est en train de monter et qui va arriver à son niveau. La question, c'est est-ce que je lui fais la guerre avant qu'elle soit à mon niveau pour l'éliminer et que je puisse continuer à être le premier? Et ça, c'est la tentation américaine actuelle. Le piège de Thucydide, on est en train de le vivre en direct, avec, comme toujours dans ces cas-là, ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas taper trop tôt, parce que ça ne sert à rien, mais il ne faut pas taper trop tard, parce que trop tard, on risque de perdre la guerre, et puis les pertes qu'on peut avoir sont tellement importantes qu'à ce moment-là, le vainqueur est aussi touché que le vaincu. Donc, on a une période de tir pour les Américains qui est en gros de 10 ans. Pas tout de suite, puisque le chef d'état-major américain Miley a déclaré il y a 15 jours que pour les 2 prochaines années, il n'était pas question de faire la guerre pour Taïwan ou pour quoi que ce soit. Hein, on va revenir à Taïwan après. Hein. Et donc, on peut considérer que la période, le piège de Thucydide, il va se fonctionner entre 3 et 10 ans. Donc, c'est la... Alors, on va y revenir, parce que dans le cadre du piège de Thucydide, évidemment, et on va y arriver, les sous-marins ont un rôle essentiel. Pourquoi? Parce que les Chinois, pour le moment en tout cas, les Chinois n'ont pas de missiles portant à plus de 8000 km. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tirer de missiles de la Chine vers les États-Unis. Donc ils ne peuvent pas toucher les États-Unis depuis la Chine. Ce qui fait que pour pouvoir toucher la Chine, il faut qu'ils aient des sous-marins lanceurs de missiles qui soient dans le Pacifique et qui lancent les missiles depuis le Pacifique. Alors vous me direz, mais puisqu'ils sont en défensif, pourquoi voulez-vous qu'ils... C'est parce que même dans le cadre défensif, c'est la théorie de la dissuasion, il faut freiner l'adversaire qui risque de vous tomber dessus avec tous ses moyens, et le moyen le plus efficace, évidemment, c'est de dire, si tu m'attaques, tu auras quand même des pertes énormes chez toi. Donc pour les Chinois, le problème majeur, c'est arriver à tirer, au-delà de la guerre locale, régionale, c'est d'arriver à tirer des missiles sur les États-Unis, donc depuis l'océan Pacifique. Problème des Chinois, ça, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est très intéressant. Le problème des Chinois, c'est qu'ils ont 2 ports pour leurs sous-marins atomiques, comme nous à l'île Longue, vous savez, près de Brest. Ils ont 2 ports. Un port qui est au nord, au-delà, au-dessus, bien au nord de Pékin, si vous voulez. Mais là, quand ils partent de leur port, ils sont obligés de traverser le réseau qu'on appelle des îles Kuriles, qui sont au nord du Japon, qui font la liaison avec le Japon. Et sur ces îles qui appartiennent aux Occidentaux, enfin aux Japonais, les Américains ont mis des bases d'écoute, ce qui fait qu'on peut repérer instantanément les sous-marins quand ils passent. Donc, problème. Ils ne sont plus, donc on peut savoir quand les sous-marins quittent le port et avant qu'ils soient dans l'océan Pacifique. Et au sud, il y a une presqu'île, et si vous avez une vision de la côte chinoise, il y a une presqu'île au sud qui s'appelle la presqu'île de Hainan, qui est un coin de vacances et de sympathique, mais dans lequel il y a aussi un port pour les sous-marins atomiques, très important, le plus gros d'ailleurs, hein, d'où ils peuvent partir. Mais alors, le problème, c'est que toute la zone devant la Chine, c'est une zone de haut fond, c'est-à-dire c'est une zone avec des fonds à 250 mètres, en gros entre 200 et 300 mètres, et ça va de la Chine jusqu'aux Philippines et jusqu'à Taïwan. Toute cette zone, c'est une immense zone, c'est ce qu'on appelle la mer de Chine, hein, la mer de Chine intérieure. Et toute cette zone, les sous-marins ne peuvent pas plonger suffisamment profond pour ne pas se faire repérer. D'où ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, les Américains veulent absolument se balader dans cette zone-là avec leur marine de guerre pour essayer de repérer les sous-marins, évidemment, chinois. Et les Chinois veulent absolument chasser de cette zone les marines militaires étrangères parce qu'eux, ils veulent pouvoir quitter cette zone des hauts plateaux le plus vite possible, hein, pour aller plonger
au large de Taïwan et des Philippines pour pouvoir plonger en eau profonde. Alors, et c'est l'explication des sous-marins australiens, que peuvent faire les Occidentaux contre ces sous-marins chinois? Bien sûr, essayer en mer intérieure de les repérer et en cas de guerre de les tirer. Mais autant vous dire que s'il y a un risque de guerre, les bateaux de guerre français, anglais ou ce que vous voudrez, ou américains, se baladeront pas si facilement que ça dans le coin. Donc qui sera là pour tirer les sous-marins chinois? Ce seront les sous-marins nucléaires d'attaque occidentaux. Or, comment on fait pour un sous-marin nucléaire d'attaque pour tirer des sous-marins comme ça? Eh bien, on se pose au fond, on attend que ça se passe, et quand l'autre il sort du port et qu'il commence à aller faire route, on le suit et on le tire comme un lapin. Donc, la guerre sous-marine se passera entre des sous-marins d'attaque occidentaux qui seront posés sur le fond de la mer intérieure chinoise et qui suivront les sous-marins au fur et à mesure de leur sortie pour les descendre avant qu'ils aient atteint les eaux profondes. Alors, si vous avez bien entendu sous-marin nucléaire d'attaque, c'est parce que si vous voulez rester au fond pendant 50, 60 ou 90 jours sans bouger, eh ben, vous ne pouvez pas le faire avec un sous-marin normal. Donc nos sous-marins qu'on voulait vendre aux Australiens ne pouvaient pas servir dans ce domaine tactique et stratégique. C'est pour ça que l'alliance s'est faite entre les Australiens et les Américains, c'est dans le but de la possibilité de faire la guerre, et de faire la guerre aux sous-marins chinois, afin d'éliminer le risque de dissuasion qu'il y avait sur l'Amérique. Vous voyez qu'on est loin de tout ce qu'on nous raconte. Dans le même temps, il est évident que, je vous ai parlé des sous-marins, mais il y a cette mer intérieure dont je vous ai dit, les marines étrangères veulent se promener dans ce coin. Alors là encore, on vous dit, c'est justifié parce qu'on a le droit de se balader en dehors des eaux territoriales, les bateaux de guerre peuvent se balader partout. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a signé, tous les pays occidentaux, sauf les États-Unis, mais la Chine a signé aussi, ont signé un accord dans les années 80 qui s'appelle l'accord de Montego Bay. Montego Bay, c'est un accord pour régler les trafics maritimes dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on dit dans ça? On dit que les zones de haut plateau, donc les zones où je dirais, le plateau continental est encore à 200-250 mètres, hein, dans ces zones-là, eh bien, ces zones-là sont considérées, sur le plan international, comme des zones qu'on appelle d'expansion économique, des ZEE. Zone d'expansion économique, c'est-à-dire que le pays qui est frontalier, limitrophe, c'est lui qui a l'exploitation économique de cette zone. Alors, je n'ai pas dit l'exploitation militaire, hein, mais l'exploitation militaire de cette zone. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Les Chinois, ils ont dit, ben écoutez, c'est simple, toute cette zone-là, elle est à moins de 300 mètres, c'est le plateau continental, donc c'est notre zone d'influence. Et du coup, ils ont installé sur les récifs, les îles Spratly, Paracel, Shikoku, enfin les trois groupes de petits récifs qu'il y avait dans la mer intérieure, ils ont carrément occupé ces récifs et ils ont installé des bases militaires en disant « on est chez nous, on a le commerce qui passe par là, c'est une zone d'expansion économique, on doit pouvoir, nous, on a nos pêcheurs qui ont le droit d'aller là-bas, donc on défend la zone et on la protège. » Évidemment, les Américains disent « il n'en est pas question ». Entre parenthèses, les Français aussi. Hein. On a envoyé une frégate et un sous-marin récemment, hein, pour montrer justement aux Chinois qu'on n'était pas d'accord. Alors, c'est vrai que quand vous lisez les déclarations des Occidentaux, y compris les nôtres, on dit ce qui se passe est scandaleux, la mer intérieure chinoise ne peut pas appartenir exclusivement aux Chinois. Mais si vous regardez ce qui se passe sur le passage du nord-est, c'est-à-dire le passage au nord de la Sibérie, qui est en train de perdre ses glaces, hein, vous savez que ça fond là-haut dans l'océan Arctique, et on va bientôt pouvoir passer tout le temps avec des gros bateaux, certes équipés un peu comme des brise-glaces, mais on va pouvoir passer, le trafic mondial va pouvoir passer par là-bas. Et en passant par le nord, par la zone arctique, le passage du nord-est,
on gagne 15 jours de bateau. C'est énorme pour les gros cargos. On gagne plus de 15 jours dans le transfert depuis la Chine, le Japon et toute la zone vers l'Europe. Et donc, si vous voulez, c'est un gain, une économie considérable. Et puis, ça coûte moins cher, on n'a pas à payer pour le canal de Suez, c'est beaucoup plus facile. Bon, là aussi, les Russes, alors les Américains disent « Ah, mais vous n'allez pas interdire le passage de tous les bateaux de guerre », et les autres disent « Pas du tout, on est sur la zone des hauts fonds, juste à côté de la Sibérie, donc il n'y a aucune raison que vous passiez avec vos bateaux de guerre. » Donc, même problème. Alors vous me direz, ben ça oui, mais les Russes, les Chinois, c'est pas normal, c'est des ennemis, donc c'est très bien. Ouais, il y a un petit problème. C'est que les Canadiens, ils ont le passage du nord-ouest. C'est la même chose, mais de l'autre côté. Dans les deux cas de figure, on passe par l'Alaska, enfin au large de l'Alaska, mais on part dans les deux sens. Hein? Eh bien, les Canadiens ont protesté officiellement contre les Américains, parce que les Américains font passer leurs sous-marins atomiques par le détroit de Bering et le passage du nord-ouest, sans rendre compte aux Canadiens. Et les Canadiens disent « Vous n'avez pas le droit, c'est notre propriété ». Donc dans cette affaire-là, les Russes, les Chinois, les Canadiens, même combat. Et c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Hein. Il n'empêche que donc cette histoire de mer intérieure, on voit bien que c'est au cœur du problème. Parce que dans cette mer intérieure, vous avez Taïwan. Alors, tout le monde parle de Taïwan, évidemment. Et là aussi, je suis très frappé de voir que les gens ne connaissent pas l'histoire de Taïwan. Parce qu'il faut connaître le début de l'histoire. Taïwan, c'était une île qui avait été occupée par le Japon. Bien avant la guerre, hein, c'était une île japonaise depuis très longtemps. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais ont perdu la guerre, les Nations Unies ont donné Taïwan à la Chine. Il faut le savoir. Donc, pour les Chinois, depuis cette date-là, Taïwan, c'est chinois, puisque ça a été donné par les Nations Unies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que Mao Tse-tung, avec ses troupes, a écrasé l'armée régulière chinoise de Chiang Kai-shek, hein, le maréchal Chiang Kai-shek, qui était le chef de l'État chinois, militaire, bon, qui avait succédé aux empereurs, hein, et qui était tout puissant. Bon, il a été écrasé par l'armée populaire et du coup, Chiang Kai-shek, accumulant les défaites, s'est replié sur Taïwan en disant « Taïwan, maintenant, c'est à nous. Il n'y a personne dans cette île, puisqu'avant c'était japonais. Je me replie avec mes troupes et je m'installe à Taïwan. » Donc, Chiang Kai-shek s'est installé à Taïwan et a dit « c'est la Chine non communiste ». Et pour les Chinois, par contre, ils ont dit « communiste ou pas communiste, c'est la Chine, vous nous l'avez donnée ». Je vous dis ça parce que sur toutes les cartes chinoises, vous avez Taïwan comme une province de Chine. Alors on nous dit aujourd'hui, les Chinois vont attaquer Taïwan. Alors moi je peux me tromper, mais je crois absolument le contraire. Pourquoi? Parce qu'au départ, il faut reprendre l'histoire, quand Taïwan a été occupé par Chiang Kai-shek, les Chinois communistes étaient convaincus qu'avec l'aide des Occidentaux, Chiang Kai-shek allait revenir en Chine, qu'il allait débarquer en Chine en passant par le détroit. Donc toute la marine communiste, jusque dans les années 70, a été une marine de défense pour empêcher le débarquement des gens de Taïwan sur l'autre côté, dans le Fujian. Après, début des années 80, l'amiral commandant la flotte chinoise a refait une doctrine en disant « Notre problème à nous, il faut qu'on se défende d'une agression de Taïwan. » On est toujours dans l'agression de Taïwan. On ne parle pas d'invasion de Taïwan par les Chinois. On doit défendre nos routes maritimes parce que nous dépendons du commerce. Nous dépendons pour le pétrole, le gaz et quantité de choses. On dépend des bateaux qui nous amènent tout ça. Donc il faut qu'on protège nos lignes maritimes. Donc l'objectif, c'était défense des lignes maritimes. Et assurer la sécurité de la zone de la mer intérieure dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et dans les années 90, fin des années 90,
Ils ont dit, à ce moment-là, ils ont dit, mais attention, hein, on est en train de travailler sur la sécurité des routes maritimes, c'est les routes de la soie maritime qu'on va protéger, mais on va toujours se protéger contre Taïwan, l'agression de Taïwan, mais attention, maintenant les Américains sont très agressifs, il faut qu'on se défende contre les Américains, donc il nous faut une flotte de guerre militaire nucléaire pour faire face aux Américains. Et c'est tout, et ils appliquent ce plan-là, si vous voulez, chez les Chinois. Hein. Dans ce cadre-là, alors vous allez me dire, Taïwan, vous avez entendu, il y a effectivement, les Chinois font des manifestations multiples, hein, ils font passer des avions au large, enfin ils font plein de trucs, et ils ne veulent pas que les Occidentaux passent dans le détroit. Mais quand on vous dit que Taïwan va être attaqué par les Chinois, c'est méconnaître totalement la doctrine chinoise. Les Chinois, jamais ils ne vont attaquer Taïwan, pour une raison très simple. C'est que Taïwan va leur tomber tout chaud, tout rôti dans les mains, c'est une question de temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour un Chinois, le temps ne compte pas. Qu'est-ce que c'est que 20 ou 30 ans pour un Chinois, ou 40 ans? Regardez ce qui s'est passé pour Hong Kong. Hein? Hong Kong, on a dit, vous n'avez pas de problème, on vous met Hong Kong avec un statut spécial et tout. OK, pendant 40 ans, ils n'ont pas bougé. Au bout de 40 ans, ils ont dit, maintenant, le fruit est mûr, et crac. En 3 mois, ils ont réglé le problème. Hong Kong est maintenant 100% chinois. Et à ce moment-là, personne n'a réagi. Eh bien, Taïwan, il se passera la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'attaqueront pas Taïwan, bien sûr. Ils ne sont pas assez bêtes pour ça. Et quand vous entendez Yiping déclarer il y a une quinzaine de jours, nous n'allons pas recommencer toutes ces histoires de la guerre froide, ça veut tout dire. Ils ont tout compris, les Chinois. Ils savent très bien que ce n'est pas la peine de faire la guerre froide. Ça ne sert à rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du commerce et par le commerce, peu à peu, contrôler tout. C'est ça leur technique. Et entre parenthèses, on avait le problème, je pense que ça commence à être compris, on avait le problème sur la Polynésie, où les Chinois ont fait de l'entrisme, et font de l'entrisme à outrance, et en Calédonie, où c'est spectaculaire, où ils ont pris le contrôle d'une partie de la Calédonie sur le plan des mines. Hein. Donc, et du traitement des mines. Donc on voit bien qu'il y a ils sont dans une logique de progression, ça va tout doucement, alors que... Et nous, on veut toujours penser qu'ils vont réagir comme nous, mais ce n'est pas vrai. Alors, voilà un peu, moi je ne veux pas être trop long, parce que même j'étais très long déjà, hein. Voilà un peu ce que je voulais vous dire au démarrage, si vous voulez, sur la situation et sur la compréhension de ce qui se passe, hein, entre la Chine et les États-Unis, avec, comme je vous l'ai précisé, une vraie question, c'est... Et là, ce sont les présidents des États-Unis qui devront décider à un moment ou à un autre, avec bien sûr le conseil de leur armée et du Deep State, un des complexes militaro-industriels, faut-il faire la guerre à la Chine ou pas? S'ils décident de faire la guerre à la Chine, ils ont besoin des Occidentaux. D'où l'opération de séduction qui est en train de se faire, où on voudrait nous convaincre que l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été conçue pour nous défendre contre l'Union soviétique, pourrait être utilisée pour aller se battre en Indo-Pacifique. À ma connaissance, l'Atlantique Nord n'a pas grand-chose à voir avec l'océan Pacifique. Donc, et là, c'est un vrai problème, parce que d'un côté, donc, les Américains veulent nous entraîner, et d'un autre côté, au niveau des Européens, la question va être de savoir est-ce qu'on est prêt à y aller. Sachant que certains pays, évidemment, répondront oui, et d'autres répondront non. Donc là, on rentre dans une période très intéressante de ce côté-là, sur un positionnement des pays européens par rapport à un conflit dans l'Indo-Pacifique. Et vous avez pu noter avec l'histoire des sous-marins australiens que nous sommes soigneusement écartés pour le moment, puisque l'alliance dans l'Indo-Pacifique pour les Américains s'est faite avec les Anglais, hein, et avec les Australiens, et qu'on voit aujourd'hui qu'elle s'est faite aussi avec les Allemands, puisque l'Allemagne vient de déclarer, le chef d'état-major de la marine allemande vient de dire qu'il allait envoyer dès maintenant une frégate et des avions faire des manœuvres en Australie et ensuite en mer de Chine. Donc ils sont en train de se rallier aux Américains. Et que nous, le problème va être de savoir qu'est-ce qu'on fait. Intéressant dans le cadre de la politique européenne du président dans les 6 mois qui viennent.
Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en débat. Je suis prêt à répondre maintenant à toutes vos questions, bien entendu. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.